J'appelle tous les intervenants de cette table ronde, de ce panel, à venir me rejoindre sur le plateau, à savoir André Wilkens, Lydia Carras, Sébastien Maillard, Androula Vassiliou, Philippe Barba, Guise de Vries, Laurence Fareng. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Très heureux. Très heureux. Nous avons comme titre What role does cultural heritage play in the formation of a European way of life and how can it be promoted today? Donc, quel rôle joue le patrimoine culturel dans la formation d'un mode de vie européen? Comment le promouvoir aujourd'hui? On a déjà un petit peu commencé à en parler ce matin. Dans notre panel, on voudrait revenir sur le fond. Est-ce que, par exemple, le motto traditionnel qu'on entend dans les cercles européens de l'unité dans la diversité à préserver absolument, est-ce que c'est suffisant pour préserver le mode de vie européen? C'est une question qui se pose particulièrement après, ça a été dit, la nomination de Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne et qui a proposé à l'un de ses commissaires de protéger justement ce mode de vie européen. Donc, vu de la part du Collège des Bernardins, c'est forcément une mission essentielle. Vous êtes dans un lieu qui date du XIIIe siècle. Vous ne voyez pas la rosace qui est juste derrière l'écran, mais qui est un symbole d'une rencontre entre la sagesse des hommes, la sagesse scientifique et la sagesse divine. C'était tout le projet des cisterciens, mais je dirais de l'universitas à l'époque médiévale, et qui est typique de la culture européenne, du mode de vie européen. Donc c'est la raison pour laquelle au Collège des Bernardins, et particulièrement depuis sa refondation il y a 10 ans, nous avons créé un cercle de recherche, un département de recherche sur les questions européennes, où nous avons travaillé sur l'histoire de la conscience européenne, en particulier avec une quarantaine d'historiens venant de toute l'Europe. Et également, cette année, nous avons publié un ouvrage qui s'appelle « Retrouver le goût de l'aventure européenne, 10 propositions pour l'avenir de la civilisation européenne ». Et j'ai le plaisir de voir aujourd'hui même, à l'occasion de ce colloque avec Europa Nostra, la publication de sa traduction en anglais, qui est disponible là à l'étage, pour ceux qui le souhaitent, « Getting Back the Taste of European Adventure, 10 Propositions ». Et qu'est-ce que nous disons? L'une de ces propositions, c'est bien entendu de reprendre la proposition de la relance du projet européen par la culture européenne et par cette question justement du mode de vie européen. Comment nous définissons ce mode de vie européen? Comme une capacité à produire des rapports au réel qui sont source de sens et de beauté. Capacité à produire des rapports au réel qui sont source de sens et de beauté. C'est important parce que mode de vie, c'est un mot valise et on a besoin aujourd'hui de le définir. L'incendie de Notre-Dame a provoqué une émotion énorme, ça a été dit, et hier en particulier, ça a été présenté magnifiquement au théâtre du Châtelet. Mais il y a le temps de l'émotion, il y a aussi le temps de la réflexion. Pourquoi avons-nous été autant émus par Notre-Dame brûlant? Et donc l'idée, c'est de dire que Notre-Dame, c'est le symbole finalement de ces 4 niveaux de sens, de 4 niveaux, de 4 rapports au réel qui produisent du sens et de la beauté. Ces 4 rapports au réel qui produisent du sens et de la beauté, c'est le rapport classique, la culture médiévale, le rapport moderne,
la culture particulièrement depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, la culture postmoderne, 19e, 20e siècle, et la culture qu'on a définie comme étant une culture écuménique, qui vient d'après la postmodernité. Et je voudrais dire quelques mots en introduction à ce panel sur ces 4 niveaux de sens. Le rapport classique au réel, c'est bien entendu l'art de la scolastique, l'art gothique. Erwin Panofsky a écrit un livre qui s'appelle « L'architecture gothique et la pensée scolastique », où il expliquait que le rapport au réel à l'époque de la construction de Notre-Dame, au XIIe, XIIIe siècle, c'était de considérer qu'il y avait un rapport de ressemblance entre le monde dans lequel nous vivons et le monde spirituel vers lequel on tend. Et pour accéder à cette ressemblance, il y a une technique particulière qui a été développée dans la scolastique, qui est ce qu'on appelle la pensée antinomique, la pensée des oppositions qui permettent de tendre vers la lumière. C'est exactement ce que les architectes de Notre-Dame ont fait, avec ces arcs-boutants qui ont permis à Notre-Dame de s'élever jusqu'au ciel, à une hauteur incroyable pour le temps, et à faire accéder la lumière au sein de la nef de Notre-Dame. Donc ce rapport au classique, c'est le rapport classique au réel, c'est donc cet art gothique. Le rapport moderne au réel, c'est un rapport finalement plus violent. La Révolution française a détruit le clocher de Notre-Dame parce que la Révolution française ne voyait plus la présence du divin telle que la voyaient encore les bâtisseurs du Moyen-Âge. Simplement, c'était une modernité qui considérait encore la réalité de Dieu. C'était une vision déiste, d'une certaine façon. On pense à Voltaire, on pense à Montesquieu, de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle un des grands moments dans la construction de Notre-Dame, c'est à l'époque de Napoléon III, en 1860, Eugène Viollet-le-Duc, qui construit cette flèche de Notre-Dame, et tout en haut, à l'intérieur de la flèche de Notre-Dame, il met des reliques, les reliques de Sainte-Geneviève, les reliques de la Sainte-Croix, les reliques de Saint-Denis. C'est une forme finalement de paratonnerre spirituel qu'il invente avec Notre-Dame. Ceux qui prient, ceux qui sont à l'intérieur de la cathédrale sont comme protégés spirituellement par ce Dieu à la fois invisible et en même temps présent par ses reliques. Ce rapport moderne au réel, il va connaître une nouvelle évolution avec la Troisième République. C'est ce qu'on appelle le temps de la postmodernité. Pierre Nora en parle très bien dans ses lieux de mémoire, où il y a un article qui est dédié à la cathédrale Notre-Dame, à Viollet-le-Duc aussi, où il explique que finalement, Dieu, on ne sait pas où il est, mais ce qu'on sait, c'est que Notre-Dame est un lieu de mémoire absolument central dans l'histoire de France. C'est là où Napoléon s'est fait sacrer, c'est là où Victor Hugo a écrit son fameux roman Notre-Dame de Paris. C'est un lieu absolument central dans l'histoire de France et on le retient à ce titre. Et c'est la raison pour laquelle Notre-Dame est devenue l'un des lieux les plus visités non seulement en France, mais en Europe. C'est là, finalement, ce qui s'est produit avec la Troisième République, c'est une patrimonialisation de la mémoire de Notre-Dame. Les lieux de mémoire, c'est le temps de la patrimonialisation des symboles médiévaux et modernes. Mais il y a une quatrième période qui, je crois, est importante, et particulièrement pour nous aussi au Bernardin, c'est à la fin du XIXe siècle, le fait que, soudainement, des apparitions de la Vierge se produisent en France, à Lourdes, bien entendu, mais aussi à La Salette et ailleurs encore, en Europe. Tout ça a fait qu'un certain nombre de poètes, je pense à Claudel, mais également Paul Verlaine et d'autres encore, ont repris au sérieux la réalité d'une présence divine dans le monde. Paul Verlaine, en particulier, a écrit toute une série de poèmes dédiés à la sagesse de Dieu qu'il associait à la Vierge Marie.
On retrouve ça dans son fameux poème « Le rêve familier ». Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime et me comprend. Cette femme inconnue, ça n'est plus une statue de pierre, c'est une présence vivante qui est là et à qui on peut parler, à qui on peut faire des prières. Donc c'est le moment du rapport finalement écuménique, néo-spirituel, on pourrait dire, de Notre-Dame, où c'est là où Paul Claudel reçoit sa conversion, où il devient catholique. C'est un moment d'ouverture et de redécouverte finalement d'un lieu qui est ouvert dès lors qu'on comprend qu'il a été pensé comme la rencontre entre la sagesse terrestre et la sagesse divine. Voilà, c'était important de rappeler ces niveaux de sens parce que si réellement Notre-Dame est le symbole de ces 4 rapports au réel, classique, moderne, postmoderne et écuménique, alors on comprend pourquoi Notre-Dame a eu un tel rayonnement. Bertrand de Feydeau a rappelé hier que c'était le lieu de l'invention de la musique polyphonique et de son rayonnement dans toute l'Europe à partir du XIVe siècle. Et c'est la raison pour laquelle on considère, c'est l'une des propositions que nous faisons dans ce livre, que le temps est venu de faire que la culture soit réellement un enjeu, une priorité européenne, qu'il faut donc mettre des budgets pour promouvoir cette culture européenne, et notamment pour l'éducation, de telle façon à ce que partout dans les écoles européennes, non seulement on enseigne l'histoire de l'Europe, mais on enseigne également la culture européenne, pas simplement la culture nationale. Bien entendu qu'il faut être, lorsqu'on est français, la culture de la France, lorsqu'on est allemand, la culture de son pays, la culture allemande, etc. Mais il faut aussi connaître les cultures des voisins, et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en comprenant ce qui unit ces différentes cultures, à savoir qu'on soit en Finlande ou en Espagne, la culture classique, la culture moderne, la culture postmoderne et la culture écuménique. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir rappeler ce message. Merci à Europa Nostra de nous donner cette possibilité de parler de ces questions de fond avec les meilleurs experts que nous puissions connaître en France et en Europe et que je voudrais présenter très brièvement et qui vont s'exprimer eux aussi assez brièvement en raison du peu de temps que nous avons, mais néanmoins avec force. Donc André Wilkens, qui est le directeur de la Fondation européenne de la culture, qui joue un rôle absolument fondamental depuis sa fondation par Denis de Rougemont, qui est donc un des piliers de cette idée qu'il faut commencer par l'Europe de la culture. Lydia Karas, qui est la présidente de Helsinki Eteria, qui joue aussi un rôle très important dans la promotion de la culture vue de Grèce. On avait reçu son époux ici, Kostas Karas, qui nous avait éclairé aussi en repartant de Platon et d'Aristote. Sébastien Maillard, qui est le directeur de l'Institut Jacques Delors, et qui est aussi un ami du Collège des Bernardins et qui vient régulièrement présenter tous les projets absolument fantastiques de cette institution, et Androula Vassiliou, qui est la vice-présidente de Europa Nostra. Ils vont chacun s'exprimer quelques minutes pour présenter, pour répondre à cette question, finalement, comment on protège le mode de vie européen. Après quoi, 3 experts de ces questions vont réagir spontanément à ce qu'ils auront entendu. Philippe Barba, qui est le directeur général des patrimoines au ministère français de la Culture. Guy de Vries, qui est professeur à European Institute de la London School of Economics à Londres. Et pour terminer, Laurence Faringue, qui est membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation au Parlement européen. Donc merci infiniment d'avoir accepté de venir et de vous plier à ce jeu un petit peu cruel de devoir dire des choses absolument existentielles en quelques minutes. Donc la parole est tout de suite à André Wilkens. Je vous en prie, de là où vous le souhaitez. Does it work? Yeah. Okay. Sorry, since we are so many people, I think it's better to save the space and the time to stay here. Thank you very much. And I will start by rephrasing the question. I don't know whether that's polite, but I will come back to the original question.
And for me, the question is, what role does culture play in the formation of a European sentiment? And how can we promote this today? And why do I say that? Because that is exactly the mission which was written down by Robert Schuman, actually my predecessor at the European Cultural Foundation. He created, together with Denis de Rougemont and others, the European Cultural Foundation in 1954, and that's what they said. So 65 years ago, they set themselves the question, what role can culture play to create a European sentiment, and what can we do about it? So it's actually very much related, but having a bigger frame. And when I joined the European Cultural Foundation last year, I said, so what actually are we doing as the European Cultural Foundation? I was a bit dramatic, maybe. I said we are in a kind of a battle for Europe. It's serious business. I had lived before in Germany, and I felt it very urgently. I felt a strong sense of urgency, and a sense of urgency as a committed European that we are at a time when things can really go wrong. And actually, I was just writing an article on 30 years of the Berlin Wall coming down. I'm a Berliner, ich bin ein Berliner, and I think actually today's times are even more dramatic, at least for my life, than 30 years ago. And until recently, I always thought when the Berlin Wall came down and the Cold War finished, this was the defining moment of my life, and I feel actually something bigger is coming up. And so what does the European Cultural Foundation do in this specific situation when I say this is not business as usual? This is not just financing a few projects and meeting up with grantees and celebrating and having done a good thing. I think we are at a time when culture is more than an accessory. It's more than a nice thing to have in addition to many other things. And the first thing I did is I actually went back into the history of the European Cultural Foundation, 1954, took the original statutes and made a sort of a director's cut. So I took out all the things which I think are still relevant, and actually it was most of it, and it was written in a language which was urgent, which was almost revolutionary. They used words like, we have to fight nationalism and stuff, which nowadays no one wants to use anymore. They're talking about differencing, division and polarization, but the N word no one dares to use anymore. So they talked about these things in 1954. I did a director's cut, and I said, look, actually the issues are very similar. And in a way, I go back to the future. I take out these things and the creation of a European sentiment, how to do that, and sort of hopefully with our foundation, the European Cultural Foundation, make it relevant for today. So we went actually on a tour through Europe over the last 6 months. Went to 15 different places. We're also in Paris, but also at a festival in Latvia, in Lisbon, in Timisoara and other places, and ask people, what do you think the role of culture is today? And what can it do to get Europe back on track and make it actually a better Europe? Because this Europe is not perfect. It's never been perfect anyway, but in this particular time, there are some problems with Europe, not only in storytelling, but I'm coming to this. So to cut the long story short, because we are 7 or so people, we came up with 3 things which will be the priorities for the foundation the next 3 years. And I think they are not only important for the European Cultural Foundation, but maybe hopefully for others too, because we need to work together.
seriously. I think it's important because we can't work in our different silos. The times are too tricky for that. So I said we have to invest in European experience. Something not many people know, but which is actually important for the European Cultural Foundation. We were the foundation which co-invented the Erasmus program. And we actually ran the Erasmus program for, I think, 9 years. We had a big office in Brussels with 80 people who were actually implementing the first phase of the Erasmus program. So we know a few things about how to create European experience. So Erasmus, everyone talks about it, it's a good thing, and now we're pumping more and more money into it. And I think that's a great thing. The budget will be doubled and maybe should be tripled or whatever. But I think it should go much beyond the group of students and well-educated people. We also have to look at different infrastructure. We are at the moment looking at libraries as an interesting infrastructure to reaching more and more people with migration background, people with not so high education, people working in manual work and so on. So creating a European experience, it doesn't solve everything, but if you meet another European and do something with this person, you're more likely to develop some sort of a European sense of belonging, a European sense of purpose, maybe a European sentiment, and maybe a European way of life or something. But so it's basic, and it sounds basic, but sometimes the most simple things are the best. And actually, when you look at it, the Erasmus program was one of the most simple things. It's giving money to students to go from one university to another. It's not rocket science. It's not Airbus. It's very basic, and it has worked. So sometimes one has to dare to do something very simple. And so we dare to do something simple, managing and financing European experience. Second thing is, and that brings us probably mostly to this gathering, we want to invest more in storytelling. Telling the story of Europe, the past, the heritage, everything we've been talking about here so far, and we will be talking about much more. Europe has a great story. I'm a great believer in this story, but it has to be told better, more contemporary, in different ways with different media. And when we went on our tour, that kind of message works very well for people at my age and maybe other people here on the panel. But for the people under 30, it doesn't work. For them, Europe lost its cool. It's not cool anymore. I asked someone, Europe is cool. But I said, for me, it's never been cool. My whole life, Europe was always mentioned in the same sentence as a problem. It was economics, it was migration, and now it's climate. It's always Europe problem in the same sentence. So for a lot of young people, Europe is not cool. So I think we have to work there. And then for me, it's not only telling the story of the past, but the story of the future. So Europe needs new utopias, new ideas, great things. I mean, maybe totally fantastic things which are not possible today, but that's how it is with utopias. So we have to invest also in this storytelling about the future. And that's where I see a great role for the heritage, the connection between heritage and future telling. And the third thing for us is how to create a European public space. Europe Europe has a weak public space, and actually where it exists, culture has been quite instrumental. Museums are connected, and orchestras, they have the directors and the staff, they are totally multilingual and multinational and so on. And you have the Eurovision Song Contest, and you have the Champions League, and so on and so on. But it's still very weak, because we don't have European media, we don't have European digital platforms,
And we are very vulnerable in this, also in this digital age. So we want to invest, and we have created a European initiative, or an initiative for European public space. And we want, and it's good, maybe the European Investment Bank is still here, and others, because this is, I call it the 65 billion euro question. Because 65. Because that's the amount the EU is investing every year in agriculture, and then the farmers are mostly against the EU. So I think it's a tricky thing. So if yeah, no, but I don't want to be a populist on this thing. I mean, agriculture is important, and sustainable agriculture and all these sort of things. But if we look at agriculture, how important it is, and we are prepared to pay this amount of money. But when it comes to a European public space, which is related to democracy, which is related to managing the digital space, which is about what is fake and what is not fake. All these things are related to the European public space. We should probably invest a similar amount in this venture, and that's why I call it, we need an Airbus for European public space. When we started with the Airbus idea, people were saying that's crazy, you can never do that, and that's what people tell you when you say we need a European Google or Netflix or something like this. Of course, much better. They also say it's not possible, but it is possible. We just have to do it. So these are for us areas where we think this is essential for creating a European sentiment, a European sense of belonging, and maybe a kind of a European way of life. Also now I think this term is a little bit burned because the new commission has attached it to protecting, not promoting. There isn't a European commissioner for promoting the European way of life. There's only a European commissioner for protecting the European way of life. And I think with this, the whole term is in a way burned. As a last sentence, I totally agree with Agnieszka about the issue of a European commissioner. We think it's very sad that there's no European commissioner for culture, and I see at least three ways of dealing with this. Either the European Commission now finds there is someone who can be the European Commissioner for Culture, or Mrs. von der Leyen takes on the job herself as the European Commissioner for Culture, because it is so important. It's Chefsache, how we say in Germany. Or the third one is, if the European Commission doesn't create it and if von der Leyen doesn't take it on, we as civil society will create a European Commissioner for Culture. Merci. Because there is a vacancy. There is a vacancy. Thank you. So sorry about that's. Thank you so much. Je propose qu'on applaudisse André Wilckens pour toutes ces idées. On a eu Ça marche, vous m'entendez, oui. On a eu le privilège d'entendre les priorités de la Fondation européenne pour la culture, qui, depuis un an, fait un travail de brainstorming pour savoir quelle va être maintenant l'orientation de cette Fondation européenne de la culture, donc vue des Pays-Bas, mais dans cette perspective européenne, avec donc cette idée très originale de confier finalement la culture à Madame von der Leyen, pourquoi pas. Alors, vue de Grèce maintenant, comment on voit les choses? Donc Lydia Karas, présidente de Elliniki Eteria. La parole est à vous. Vous préférez First of all, thank you very much for giving me this opportunity to present a few thoughts on behalf of civil society of Greece, if you like. But before I start, I would like to congratulate you, because the points you made were terribly important. First of all, I think Erasmus has been one of the most positive actions coming from Europe for the youth of Europe. And please, yes, all institutions support it and extend it. And also, yes, very, very important, a Commissioner for Culture. We need it immediately. We don't want to wait anymore. Now,
Let me also say that it's wonderful that this discussion takes place in this magnificent monument, which is so meaningful for Europe. And Mr. Arjakovsky has, from this wonderful conserved building then, the College of the Bernardins, given us a most appropriate introduction for our subject, namely, what role does cultural heritage play in shaping a European way of life, and how promote it today? It is a most appropriate introduction because he dwells on Notre Dame as his central theme. He described 4 different ways in which French people have seen Notre Dame. Well, Greece, as you know, throughout its history, and because of its geography, has been between East and West. And therefore, it's not surprising that the categories you mentioned, Mr. Arjakovsky, do not mean so much to Greek people. Neither the relationship of Gothic architecture to scholastic thought, nor the monuments, a complex history in relation to the advance of secularism, nor Notre Dame as a place of memory. Not even as an important signpost on the road to our current ecumenical insistence, in Europe at least, on the rule of law and the dignity of every human being. And yet, on the morning after Notre Dame burned, the telephones in our organization, Elniketeria, the Organization on Heritage and Environment, were burning with messages demanding we open an account to receive contributions for the cathedral's restoration. We just couldn't believe it. It was not that the French government needed the inevitably small contributions of the Greek public. It represented a combination of an outpouring of human sympathy with another European people and the acceptance of something which too many of those who entered such monuments persuade themselves to deny, namely that they're entering the architectural presence of the transcendent, as you said. As you might have put it, one of those buildings where, if we are honest with ourselves, we must accept that human architects have succeeded in expressing the divine. All around Europe, as also elsewhere in the world, there exist such buildings. Let me just mention the Parthenon in Athens, the Pantheon in Rome, small early Celtic churches in Ireland, and some state churches in Norway. Hagia Sophia, the Cathedral of Divine Wisdom of Christ, built in Constantinople, the Great Mosque of Cordoba, the Church of the Holy Trinity Subotica, our neighbor Notre Dame herself, the Synagogue of Prague, Palladio St. George Maggiore in Venice, the Selimiye Mosque in Edirne, St. Paul's Cathedral in the city of London, and others. The burning of Notre Dame was a catastrophe. It can also serve, however, as a blessing. It can lead us to appreciate the deeper existential significance of heritage. It can teach us to nurture the central role of human solidarity, certainly in responding to immediate crisis, but also in continuing to extending our sympathies and in guarding our minds against our inherited prejudices. If cultural heritage, as I have just argued, already does play a crucial role in shaping our still emergent, but already so valuable European identity and way of life, how can we more effectively promote it today? Let me suggest 4 ways. By walking, by eating, and also by abstaining from food, by learning, and by conserving. Okay, you will not be too surprised that I begin with walking. After all, only yesterday, Elniketeria obtained the European Union Prize, Europa Nostra Award, for our project Paths of Culture in Greece. It was a project that began in response to economic crisis,
the severest economic crisis in any European country since World War II. It has given some valuable jobs to young people. It has brought more trekkers and ramblers to Greece. Walking, however, also turns us away from the consumer speed of travel by automobile to a more measured pace of life, demanding physical effort and perceptive eye. It makes us sensitive once again to the constant and profound interplay between nature and culture in the landscapes of Europe, and opens us to a wider range of human contexts than some other forms of mass tourism. You will be surprised that my second category referred to food. We already heard it this morning. Yet food is not just fundamental to enjoy every people's way of life, but is becoming even more central to our common existential planetary challenge, as witnessed by the burning of forests in the Amazon. Here too, sharing the experience of others opens horizons and teaches us to rejoice in diversity, as we do with music. The overall context has now altered, however, with the climate change. On this, I shall give you an example from Greece. In a recent and very large survey of Greek public opinion on climate change, Elliniki Eteria discovered that after recycling, reuse, and preference for public transport, the highest percentage of declared action by Greek citizens against climate change was food. 30% or so of the Greek population who today follow the Christian practice of alternating feast and fast. This represents a fundamental difference from the self-centered and utilitarian ethos of consumerism. You will certainly not have been surprised by my having mentioned learning and conserving. After all, both of these are what Europa Nostra is all about. Yet where learning is concerned, whereas Europa Nostra and its member organizations have achieved a great deal, the European institutions, I think, are falling far short. To many Europeans, these institutions, allow me to say, appear remote, secretive, power-oriented, bureaucratic, and themselves over-influenced by national prejudices. Our former executive president, John Sell, I mean of Europa Nostra, the US, and my husband, at the time Europa Nostra's longest service vice president, both suggested time and again that the European Union should not indeed touch political history programs in schools, but should work actively to combine ethnic with European cultural history teaching, both in European member states and in accession countries. The European institutions have thus far attempted no such thing. Sometimes, looking at the consequences, I recall the ancient Greek saying, those whom the gods wish to destroy, they first make mad. Μένονται πρώτον οι θεοί, ον βούλονται απολέσαι. Well, for how is the European Union to protect the European way of life if it has not previously acknowledged and fostered the teaching of European cultural heritage? Here, may I say, agreeing with the previous speaker, the world of media may play a crucial role too. Finally, conserving. Well, architectural heritage is par excellence, I think, the most democratic way of teaching culture. You don't need to be cultured or educated to admire a beautiful building. It's really, from a child, you can enjoy that experience. We recently learned 2 good lessons in humility with the 2018 Grand Prix received by the small but outstanding 8th to 9th century iconoclast church of St. Kyraki in the middle of nowhere on the island of Naxos. First, we were humbled and simultaneously enlightened by the fact that it was not Greek citizens, but rather citizens of Switzerland who approached us and who initiated and supported the conservation effort for over a decade. Second, we were surprised and simultaneously delighted when the church's conservation was finally completed.
we thought that the inauguration ceremony at this remote mountain site might possibly be attended by some 50 people. Instead, people streamed in from all over the island by the hundreds. Certainly not only aesthetes and intellectuals, but shepherds and farmers and seamen and mechanics, all bringing their offerings of food, not just themselves, to be shared with others in celebrating a gem of their and our cultural heritage, lost and now regained. If we have the time, I'm finishing, but we can show 2 or 3 photographs. Here is this remote and abandoned church, which the Swiss pointed to us that it was so important for European heritage. We can continue. It is an iconoclast paintings, very few have remained. Yes? Next one. Next one. Which got the award, and the next one. Next one. And this is the feast. If defending a European way of life is meant as anything more than an intelligent move in public relations, it is to considerations and, more important, to activities such as these, I hope and trust, our European leaders will address themselves. In Greece, we have learned during the hideous crisis years of the past decade that our natural and cultural heritage, combined with existential faith, can help heal the deepest wounds. They have encouraged a much degraded, but also unjustly denigrated society, gradually to begin recovering its self-confidence and to defend democratic institutions, not least the rule of law and human dignity, against the siren calls of nationalist populism. If this has been so with us, it can have been proved to be so in all of Europe. There is, however, nothing automatic in the process. It calls on us to draw on every acknowledged element of strength, as on every latent element of positive value in a simultaneously diverse and united European culture. Thank you. Thank you. Merci beaucoup à Lydia Karas, qui nous rappelle une chose dont on a peu parlé jusqu'à présent, c'est que le patrimoine culturel, le patrimoine historique, c'est matériel et c'est immatériel aussi. Et il faut absolument protéger cette dimension, et c'est la raison pour laquelle la culture, par exemple, de la restauration, de la cuisine, etc., c'est typiquement européen et il faut absolument le protéger. Donc Sébastien Maillard pour l'Institut Jacques Delors. Alors, comment réagis-tu à cette question? Merci Antoine, merci de cette invitation et à ce très beau thème. J'étais heureux hier soir au Châtelet de voir que l'un des monuments récompensés au cours de cette soirée était Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je me disais, même si ce lieu est parfaitement idoine pour tenir cette conférence, on pourrait aussi imaginer de faire ça à Saint-Jacques. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'y étais il y a quelques jours. Et je me disais en préparant cette conférence que s'il y a un lieu où mode de vie et patrimoine vraiment, je dirais, sont complètement intimement liés, c'est bien sur ces chemins de Saint-Jacques, ces itinéraires culturels que le Conseil de l'Europe, et je suis heureux de le dire devant Catherine Lalumière, ont été promus. C'est vrai que lorsque un pèlerin part du Puy-en-Velay et égrène Conques, Moissac et tout ce patrimoine culturel, religieux, magnifique qui jalonne ce chemin, je dirais, il en est forcément pétri, y compris, je dirais, dans sa façon de marcher. Et donc, il y a toute une intimité très forte entre le patrimoine et le mode de vie particulier du pèlerin qui se joue au cours de ces jours, de ces semaines, lorsqu'on fait ce chemin qui d'ailleurs est devenu très populaire et que l'on fait pour toutes sortes de raisons. Mais c'est cette communion, je employer le mot, entre patrimoine et mode de vie qu'on trouve sur ce chemin qui est très fort à relever. On dit que vous faites le chemin, mais non, c'est le chemin qui vous fait. Et s'il vous fait, c'est à travers ce patrimoine
culturel qui participe au ressourcement, à l'inspiration que viennent chercher ces marcheurs qui, d'ailleurs, on parlait d'environnement, on a un excellent bilan carbone au terme de leur chemin. Et donc, c'est un patrimoine stimulant, comme on pourrait dire. Ça stimule le marcheur. Et bien sûr, on ne passe pas sa vie sur un chemin de Saint-Jacques. En Europe, on vit essentiellement dans les villes. Et je voudrais peut-être, moi, plutôt partir, pour répondre à votre question sur le lien entre patrimoine et mode de vie de nos villes en Europe. Sans négliger, bien sûr, le patrimoine rural et tout ce qui fait la beauté de nos paysages, de nos forêts, de notre relief. Mais c'est vrai que, je dirais, nos modes de vie sont bien sûr très urbains aujourd'hui. Nous n'avons pas forcément, comme en Égypte, des pyramides d'où contempler des siècles, mais nous avons des tours, des beffrois, des clochers, des campaniles, du haut desquels on peut admirer nos villes et voir notre mode de vie européen. Lorsqu'on parle d'une ville européenne, il y a souvent deux choses qui font son identité. C'est bien sûr son monument phare. Alors bien sûr, à Paris, ce serait Notre-Dame de Paris ou la Tour Eiffel, mais en tout cas, à chaque fois qu'on associe, je pourrais parler du Colisée de Rome, de la Tour de Pise, du château de Prague, et les exemples sont infinis, la Tour de Londres, mais à chaque fois, ça devient presque une icône de la ville. Son monument définit la ville. Mais ça ne suffit pas à la définir, puisqu'il y a aussi justement tout le style de vie qui va avec cette ville. La façon dont on mange, l'heure à laquelle on mange, la façon dont on marche et la façon dont on se déplace et les expressions propres à une ville, la façon dont on sert le café. Si vous allez à Trieste ou à Naples, le café n'est pas du tout servi de la même façon. Et c'est tout ce qui fait, je dirais, l'art d'être parisien, ou l'art d'être londonien, ou l'art d'être pragois, ou l'art d'être amsteldamois, l'art d'être athénien. C'est très différent. Il y a une expression anglaise que j'aime bien, on dit « When in Rome, do as the Romans ». Effectivement, il y a un mode de vie à Rome qui fait que vous ne conduisez pas de la même façon que si vous êtes en Allemagne ou ailleurs. Et donc, le style de vie est propre à nos villes. Et le lien entre ce patrimoine et ce mode de vie pourrait donc intéresser beaucoup les anthropologues et les sociologues, ce que je ne suis pas, mais c'est forcément intimement lié, puisque le patrimoine de la ville crée l'ambiance, donne le ton, donne le climat qui participe à la façon dont on déambule, dont on erre, dont on flâne ou non dans ces villes. Et ça, les étudiants, tous ceux qui l'habitent l'ont bien compris. Donc le patrimoine, c'est le point de repère, c'est le lieu de rendez-vous, c'est ce qui stimule peut-être consciemment ou inconsciemment notre mode de vie dans ces villes. C'est ce qui nous permet aussi de faire mémoire. Et je voudrais, à l'appui de mon propos, citer le pape François lorsqu'il a reçu, dans son discours pour la réception du prix Charlemagne en 2016, j'en ai pu être le témoin oculaire, il disait, je cite, « La beauté enracinée dans beaucoup de nos villes est due au fait qu'elles ont réussi à conserver dans le temps les différences d'époque, de nations, de styles, de visions. Il suffit de regarder, je cite toujours, l'inestimable patrimoine culturel de Rome pour confirmer encore une fois que la richesse et la valeur d'un peuple s'enracinent justement dans le fait de savoir articuler tous ces niveaux dans une saine cohabitation. Et je pense d'ailleurs, ça rejoint, Antoine, votre propos introductif. On voit bien ce lien entre mode de vie européen et patrimoine. Ils ne font qu'un. En résumé, une ville européenne s'identifie à la fois par ses monuments emblématiques qui font sa notoriété, qui font sa fierté, son orgueil, et par son style de vie incomparable, qui font, je disais, l'art d'être ici parisien ou ailleurs, berlinois ou encore florentin. Mais plus largement, peut-être qu'ils définissent un art d'être européen, puisqu'il y a dans toutes nos villes des traits communs. Bien sûr, dans l'urbanisme, qui est parfois hérité des Romains, qui traçaient les rues au cordeau, hein, le cardo et le decumanus. Partout, on trouve souvent une grande place, une piazza, une agora, un forum. Il y a l'hôtel de ville avec le siège du pouvoir municipal. Il y a souvent une cathédrale ou autre lieu de culte, le siège du pouvoir épiscopal. Il y a bien sûr, et ça a été relevé, les traits communs dans tous ces courants artistiques qui traversent notre continent, que ce soit le roman, le gothique, la Renaissance, le baroque. Je pense par exemple à cet ouvrage de Dominique Fernandez qui a décrit l'arc baroque qui s'étend de Naples à Saint-Pétersbourg et que l'on trouve avec cette parure exceptionnelle de monuments tout le long de cet arc. On parle beaucoup ici, et c'est normal, du style gothique avec Notre-Dame de Paris qui est né en Île-de-France. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui comment le style gothique s'est répandu dans toute
l'Europe jusqu'à Turku en Finlande, qui est peut-être la cathédrale gothique la plus septentrionale et la plus orientale en Europe. En fait, c'est un historien médiéviste qui le relevait. Les frontières du gothique correspondent aujourd'hui à l'Europe des 27, des 28, je dirais, qui effectivement sont bien là. Et dernier trait commun, je parle de l'urbanisme, l'artistique. D'ailleurs, si je peux rajouter là-dessus, lorsqu'on cherchait qu'est-ce qu'on allait mettre sur les billets d'euros, qu'est-ce qu'on a mis sur les billets d'euros? On a mis du patrimoine. On ne savait pas trop quoi mettre comme figure historique. On avait peur de créer des controverses si on mettait telle personnalité qu'une autre. Et si vous regardez vos billets de 5, 10, 20 euros, on retrouve tous ces courants de patrimoine importants. Et je pense que ça peut être un bon plaidoyer pour Europa Nostra lorsqu'il cherche des financements pour sauver le patrimoine, de dire qu'il faut honorer le patrimoine qui est sur les billets de nos euros que nous honorons là. Donc il y a ces traits-là. Enfin, l'héritage chrétien, bien sûr, on le voit à travers tout notre patrimoine, pas seulement d'ailleurs dans les églises, les chapelles, les cathédrales, mais aussi les universités, je pense au béguinage, aux hôpitaux, aux monastères. Et donc c'est très commun, urbanistique, artistique, chrétien, nous plonge dans un fond qui est effectivement un air de famille qu'on retrouve un peu partout lorsqu'on voyage en Europe. Il fait qu'on ne se sent pas complètement étranger. On retrouve son histoire, même si on parle ou non la langue, on peut déchiffrer facilement ce patrimoine, et ça crée effectivement, cet air de famille peut créer un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que sa ville, quelque chose de plus grand que son pays. Autrefois, on allait, pour l'élite, le voyage en Italie était le voyage initiatique par excellence, et c'était la découverte de tout le patrimoine artistique italien qui faisait vous d'un honnête homme européen. Et donc, je dirais que peut-être une définition et une réponse à votre question, c'est qu'aujourd'hui, toujours aujourd'hui, être européen, c'est ne pas se sentir étranger à Rome. C'est-à-dire savoir effectivement reconnaître tout ce qui nous appartient. Bien sûr, le Colisée est romain, ça je ne vais pas le renlever. Le Colisée est italien, mais il est aussi bien plus que ça, il est forcément européen. Et lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, effectivement, le monde avait titré Notre-Dame d'Europe, parce que tout le monde se reconnaissait dans cette cathédrale, dans ce patrimoine. Alors curieusement, le paradoxe, c'est que avec tout ça, on ne voit pas toujours très bien le lien avec l'Union européenne en tant que telle. Et lorsque vous allez, c'est assez emblématique du propos, mais lorsque vous allez à Bruxelles, dans le quartier européen de Bruxelles, je parle bien là où il y a le Berlaymont, la rue de la Loi, là où il y a le Conseil européen, on ne sent pas du tout, effectivement, dans la froideur architecturale de cet urbanisme, de ce chantier permanent, on ne sent pas là le mode de vie européen, le patrimoine européen forcément de manière évidente. On ne voit pas ce lien. Il y a un écart entre l'urbanisme plus ou moins inspiré, pour ne pas dire raté, du siège des institutions de l'UE et le mode de vie européen qui traduit celui toujours béant entre l'existence d'une Union européenne et le sentiment d'y appartenir, ce fameux déficit d'appartenance qu'on a toujours tant de mal à combler. Et je pense que c'est pour ça que ce colloque est très important, car on voit bien que ce ne sont pas la Commission, les institutions, les directives, nos règlements qui sécréteront ce sentiment d'appartenance, mais bien les trésors de nos villes, l'émerveillement et l'attachement jaloux qu'elles suscitent. Jacques Delors, puisque je me dois bien sûr de le citer, on dit une phrase que j'aime beaucoup qui résume mon propos. Il dit « on ne tombe pas amoureux du marché intérieur ». Et c'est vrai qu'on ne tombe pas amoureux du marché intérieur, et je vous rassure qu'à l'Institut Jacques Delors, on aime beaucoup le marché intérieur, on trouve que c'est un vrai levier, un élément de puissance, mais on n'en est pas, je vous rassure, amoureux. On tombe bien sûr plus facilement amoureux de Bruges, de Sienne ou de Bratislava. Et c'est pourquoi je rejoins les propos d'André Wilkens, qu'il faut faciliter l'accès aux jeunes à tout ce patrimoine. C'est comme ça que vous direz que le sentiment d'appartenance se crée. Erasmus, et vous permettez que j'en attribue aussi la paternité avant tout à Jacques Delors, il permet effectivement ces formidables séjours. Nous, à l'Institut, on milite pour que Erasmus, non seulement soit démocratisé et massifié, autant le tourisme massifié, c'est parfois dangereux pour le patrimoine, mais massifier Erasmus, n'ayons pas crainte de le faire. Je pense que même dès le lycée, ça peut faire beaucoup de bien. Je voudrais aussi saluer l'initiative prise par le commissaire européen sortant qui était avec nous hier soir, qui a créé ce nouveau programme encore pas très bien connu d'un interrail pour les 18 ans. Lorsque vous avez 18 ans, vous recevez un pass avec un projet pour circuler en Europe en train
et découvrir son patrimoine. Parce que le patrimoine, au-delà du sentiment d'appartenance que ça peut créer entre nous, Européens, c'est sans doute le plus beau cadeau de l'Europe pour le reste du monde. Qu'on vienne chez nous pour faire son éducation artistique, pour admirer nos musées, pour contempler nos édifices, c'est un immense service qu'on peut rendre à l'humanité. Alors je dis ça, effectivement, si c'est juste pour prendre un selfie vite fait devant au pas de course, ça ne rend pas grand service, mais en tous les cas, il y a toute une éducation à faire là-dessus. On est quand même le continent qui regroupe presque 46% du patrimoine mondial de l'UNESCO. 453 sites aujourd'hui qui sont classés. C'est irremplaçable, c'est vraiment notre marque de fabrique, et c'est pas parce qu'à Las Vegas on construit une sorte de campanile ou de tour Eiffel ou en plâtre que ça peut remplacer. On ne peut pas délocaliser cela, et c'est vraiment effectivement sur notre continent qu'on vient le voir. Mais je voudrais finir peut-être par une mise en garde, c'est que le danger à terme, ce n'est pas seulement que le patrimoine façonne le mode de vie européen, c'est plutôt que le mode de vie européen se patrimonialise trop et qui finissent au musée des arts et traditions populaires. Si on passe notre temps à construire des grandes galeries commerciales à la sortie de nos villes, si les entreprises sortent des centres-villes, si tout le monde loue son appartement en Airbnb, si finalement les villes dont je parle se vident de leurs habitants, vous n'aurez plus que des murs sans personne. Vous aurez des photos de monuments complètement vides et qui sont donc vidés de leur sens. Ce ne seront plus des pierres vivantes. Et je pense que c'est tout l'intérêt de développer une politique européenne du patrimoine, une politique européenne de la ville qui vont ensemble et qui soit elle-même protectrice de notre mode de vie européen. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. J'aurais pu ajouter dans votre présentation que vous êtes un Européen pour avoir vécu dans différentes villes d'Europe, y compris à Rome, ça s'est vraiment senti, mais aussi à Bruxelles, aussi à Moscou. Donc merci infiniment pour cet exposé avec à la fois du fond et des tas de propositions qu'il faudra absolument retenir. J'espère qu'on va pouvoir publier tous ces propos parce que c'est absolument essentiel aujourd'hui à transmettre. Donc merci beaucoup. Et la parole maintenant est à Androula Vassiliou. Merci d'être parmi nous et de pouvoir vous exprimer, alors soit assis, soit debout, comme vous préférez. Donc Androula Vassiliou, vice-présidente de Europa Nostra. Although Lydia and others referred already to Notre Dame, I cannot help starting with that. Last night we saw so many tragic pictures which we all remember from last April. And well, let me take you back to that night. What happened was that we were all stuck at our TV screens wondering, is it true or is it a fiction? And we all felt the pain, a terrible pain in our chest. And we all cried. And then I was wondering, well, this is not a cathedral in Cyprus. It's not a cathedral in Poland or in Romania. But independently of nationality, we all felt the same pain. And I think this is really the power of cultural heritage, to connect people and to unite people. We only need a sparkle, and then we unite around cultural heritage. Because cultural heritage has a value in its own right that is not only material, since it embeds ideals, principles, and values that constitute a shared source of remembrance, understanding, identity, dialogue, cohesion, and creativity in Europe. It is therefore understandable that despite the fact that cultural heritage is of an area which belongs as a competence to member states, the Lisbon Treaty and the treaties before, and in particular Article 3.3 of the Lisbon Treaty, says specifically, the Union shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced. And indeed, the cultural heritage sector receives assistance not only
from Creative Europe program only, but it can receive assistance from many other programs so long as we know them. And this is our job, to make people understand that they can claim some assistance from the European Union from other sources. And I give you examples. The EU Solidarity Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime and Fisheries Fund. All these really contribute. And of course, you mentioned Erasmus. Erasmus has gone really far. And I take pride in developing Erasmus to Erasmus Plus, which does not confine only to university students, but also to younger students, to teachers, professors, and it creates alliances between educational institutions, which is really important in order to make their students realize that they are not isolated. They are part of a unity. So Erasmus should continue and should get double and or triple budget, I hope. Now, the European initiative that is not very well known, and it was my first initiative as European Commissioner for Culture, and that is the European Heritage Label. What is this? We give this label to monuments or to sites, not for their beauty, but for their contribution to European history and unity. And I don't want to take too much of your time, but of course, one precondition to get the award is the setting up of educational programs, and I stress the word education, because it is important for our young people and for our citizens, not just to visit the site, but to educate them about what it's all about. So educational programs is a precondition. So I give you 4 examples of this. The heart of ancient Athens, the Acropolis and the surrounding archaeological sites constitute an architectural ensemble of up to 11 monuments representing the core of ancient Athens, spanning a period of 3,000 years. Philosophy, public speaking, democracy, theater, music, all were practiced and developed in this site. The Leipzig Music Heritage Sites is a series of 9 locations in Leipzig representing various episodes in its musical history, including churches, educational institutions, ensembles, and individual composers. The site embodies the dynamic continuity of a specific European tradition in music and civic engagement. The former Natzweiler concentration camp and its satellite camps in France and Germany, where prisoners from almost all the European countries were subject to Nazi terror, is today both a place of remembrance and a place for education of citizens. And finally, I wish to mention the Charter of Law of the Abolition of the Death Penalty, which was approved in 1867 and is preserved in the National Archives of Torre de Tombo in Lisbon. This document, which constitutes a European intangible heritage, is very important because it promotes values which are now part of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. And these are just a few examples to understand how important this label is, and which is supposed to form a network of label awardees so that people can visit them and learn the history and the unity of our union.
Allow me now to come to something which is very close to my heart. We all know that cultural heritage suffers a lot through wars and conflict, through neglect because of war and conflict. And this brings me to my own country, Cyprus, which continues to be divided, and I live in a city which is the last divided city of Europe, Nicosia. Back in 2008, the leaders of the two communities realized how important it is to promote different confidence-building measures. And recognizing the damage caused to our cultural heritage, historic and religious monuments, and sites on both sides of the dividing line as a result of the armed hostilities and as a result of abandonment and neglect, the two leaders decided to establish a bicommunal technical committee on cultural heritage. This committee is co-chaired by a Greek Cypriot and a Turkish Cypriot, and the members are also from both communities. And they are doing a wonderful job. The technical committee has developed from the very beginning a common vision of the importance of cultural heritage for Cyprus and as an important symbol for all communities, but also for humanity as a whole. Particular attention was given to the archaeological and religious importance of the monuments, reflecting their uniqueness, historical significance, and role in society, as well as their future educational role. Since 2012, I'm pleased to tell you that the work of the committee has been strongly supported by the European Commission. In order to enable the committee to implement its priorities, one of the many monuments that have been restored by the committee is the famous Othello Tower. Our president said to us many times how his dream was to go there and sing Othello. Now he can conduct Othello, but not to sing Othello. Now, so Othello Tower and the citadel which form the key defensive position of the city of Famagusta, its significance as well as its sense of age and mystery are evident walking through the portals of the citadel, with the Lion of Venice still presiding after hundreds of years. One member of the committee told me, we are not just restoring cultural heritage, we are also restoring our link to history. Small projects do not lack significance. They create trust among the two communities and encourage cooperation among them. One final aspect of the committee's contribution in bringing the two communities together is their educational program. The committee actively works to create an interactive educational program that gives the younger generation of Turkish Cypriots and Greek Cypriots the opportunity to learn about each other and the cultural heritage of their island. Finally, I wish to mention briefly a very important program of Europa Nostra, undertaken together with the European Investment Bank Institute, of which we have heard many times, but somebody said here, it is important to mention it again and again so that we really... but we don't have a lot of time. No, this is no. why. If you could just shortly finish, that would be good. Yeah. Well, the 7 most endangered heritage monuments and sites of Europe aimed at identifying such sites in danger and mobilize efforts to save them. One of the first sites to be identified as such by the jury in 2013 was indeed the buffer zone of Nicosia. As we know, our cultural heritage connects generations as it reflects cross-fertilizations and cross-border movements of people and ideas over many centuries of shared history. And this could not be more evident than this particular area of Nicosia, where it was a vibrant place many years ago and now stands silent
and the buildings are falling apart. I must tell you, we all went and saw it recently, and it was tragic to realize that because of the climate change and the floods that we had this year, an 11th century old church in the buffer zone fell down. And I am sorry, I predict that this year we'll have another such incident, which is a really pity. But I will finish by saying that I feel very proud that Europa Nostra and the Institute are doing that, because we all need to work together to save this important cultural heritage of Europe. Thank you. Merci beaucoup à Madame Vassiliou, qui nous rappelle que le patrimoine peut être aussi source de construction de la paix, avec notamment Nicosie, l'une des dernières villes divisées en Europe. C'est important de le rappeler, et bravo à Europa Nostra de soutenir ce type de projet. Je donne tout de suite la parole à Philippe Barba, qui est directeur général des patrimoines au ministère français de la Culture. Merci d'être parmi nous. Je suis désolé que nous soyons un petit peu en retard par rapport à notre programme. Merci d'avoir accepté de réagir spontanément à ces propos. Comment vous réagissez, vous, personnellement, à cette question sur la préservation du mode de vie européen? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier Europa Nostra, la Fondation du patrimoine, pour l'organisation de cet excellent colloque, et remercier également tous les collègues qui viennent de prendre la parole et qui ont prononcé des mots extrêmement justes et forts sur cette notion de patrimoine et plus généralement de culture en Europe. Je vais dire un petit mot sur Notre-Dame pour remercier aussi tous les collègues ici présents qui se sont exprimés de leur émotion. J'étais dans la nuit du 15 au 16 avril à Notre-Dame au moment où nous avons évacué les œuvres qui se trouvaient dans la cathédrale. Et ça a été effectivement un moment d'émotion extrêmement fort. Et je suis très touché que vous y fassiez allusion avec autant de chaleur et autant de ferveur. On a parlé de cette dimension européenne du patrimoine très bien. Je voudrais rappeler aussi sa dimension universelle. Et puisqu'on parlait des travaux qui avaient été faits sur Notre-Dame, je voudrais citer l'ouvrage de mon cher ami Adrien Goetz, qui s'appelle Notre-Dame de l'humanité, qui a été publié quelques mois après l'incendie, parce qu'en réalité, ce mouvement de solidarité envers Notre-Dame a été un mouvement, bien sûr, des pays de l'Union, a été un mouvement de l'Europe, mais a été aussi un mouvement international. Et cela est très important, et je crois que c'est une manière aussi d'amener notre sujet que de se dire que l'émotion patrimoniale est une émotion universelle. On a très bien dit comment, finalement, on pouvait se retrouver en terre connue, partout dans l'Europe, en tant que citoyen européen, en tant que porteur de cette histoire si riche de notre continent. Mais c'est vrai que l'émotion patrimoniale, on sait qu'elle passe aussi nos frontières, on sait qu'on l'éprouve. J'ai eu la chance dans ma vie d'aller voir le temple d'Angkor, et nous éprouvons aussi cette humanité, cette émotion et cette précisément fraternité dans l'humanité en voyant ce patrimoine si magnifique. Donc, bien sûr, nous avons cette force de la notion européenne du patrimoine qui est aussi une force conceptuelle. Je le rappelle, l'Europe a contribué éminemment à une certaine conception de ce qui fait patrimoine et de comment nous le transmettons. Et c'est vrai que c'est une pensée très particulière qui s'est développée en Europe au XIXe siècle et qui a défini cette idée selon laquelle on devait, en transmettant le patrimoine, respecter l'intention, respecter le geste créatif de celles et ceux qui l'avaient créé, par rapport à d'autres cultures dans lesquelles cette notion est très différemment perçue en réalité, et où l'idée de reconstruire, de recréer, de rénover est une idée qui prime bien souvent. Et donc, si on voulait rechercher cet apport peut-être européen à cette notion de patrimoine, à la manière dont cette conception se construit, je crois certainement que cette théorie européenne de la restauration du patrimoine, qui doit tant notamment à nos amis italiens, est quelque chose d'extrêmement fort et qu'il faudrait en effet mettre en avant, d'autant que cette conception du patrimoine, de cette préservation du geste créatif et de sa transmission, est quelque chose qui aujourd'hui s'étend sur le plan international.
J'ai eu l'expérience dans ma vie professionnelle de travailler beaucoup avec la Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les normes internationales de restauration du patrimoine, conçues largement avec ces idées européennes, se répandent partout dans le monde, et y compris dans ce territoire si riche patrimonialement, puisque c'est aujourd'hui, on évoquait les sites classés au patrimoine de l'UNESCO, c'est aujourd'hui le premier pays au monde par cette protection. Mais le patrimoine, ce n'est pas que de la théorie. Je suis profondément convaincu du fait que la force d'un attachement au patrimoine, elle vient d'abord des peuples. Elle vient du peuple et des peuples. Et c'est vrai qu'en Europe, ça a été rappelé aussi très justement, nous avons cette chance-là d'avoir un intérêt majeur des populations pour leur patrimoine. En 2017, je citerai cet exemple, un sondage avait été fait sur les peuples de l'Union européenne et qui montrait que 84% des citoyens précisément valorisaient cette notion de patrimoine comme quelque chose d'essentiel à leur vie et à la vie en communauté. Et en réalité, pour continuer dans ces réussites européennes en matière de patrimoine, je parlerai de toutes ces manifestations au départ nationales, nées en Allemagne par exemple, comme la Nuit des musées, nées en France, comme les Journées du patrimoine, et d'autres pourraient être cités, et qui se sont, entre guillemets, européanisées. Donc on voit bien comment, effectivement, à partir d'expériences nationales, à partir de pratiques nationales, eh bien, cette notion de patrimoine, cette conception du patrimoine a pu s'étendre au-delà de nos frontières. Donc il y a un socle finalement fort, une théorie, une capacité à faire adhérer les peuples d'Europe à cette notion de patrimoine et qui, je crois, est très forte. Mais je crois que ça a été très justement dit aussi tout à l'heure, Europe, Union européenne. Alors là, je crois qu'il y a un sujet qui est très intéressant, effectivement, parce que, bien sûr, l'Europe apparaît et s'impose d'une manière assez incontestable sur le plan historique comme un espace géographique, historique et esthétique commun. Vous l'avez très bien rappelé, ces grands mouvements européens, l'arc gothique, enfin, tout ça est évidemment une vérité très forte. Mais et notre Union européenne et ce regroupement de pays autour de ce projet, mais aussi de cette réalité politique qui est l'Union européenne, comment s'incarne-t-elle finalement dans cette notion de patrimoine? Comment se la réapproprie-t-elle? Je pense que c'est un enjeu effectivement qui est très important. Et de ce point de vue-là, on pourrait se contenter de dire en première analyse, au fond, le patrimoine de l'Union européenne est la somme de chacun des très riches patrimoines nationaux qui constituent les pays de l'Union. Le patrimoine de l'Italie, le patrimoine de l'Allemagne, le patrimoine de la Lituanie contribuent en quelque sorte à constituer ce patrimoine de l'Union européenne. Et c'est vrai que nous avons créé, d'ailleurs il faut le rappeler, ce label qui a été mis en place, qui est le label du patrimoine européen, créé par l'Union européenne, et qui permet précisément d'identifier au sein de ce patrimoine, de cet héritage, tout ce qui est essentiel au niveau européen. Mais est-ce que c'est pour autant pleinement satisfaisant? Pas totalement, parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine ambiguïté. Ça a été dit très justement aussi par monsieur. Quand on parle de Rome, est-ce qu'on parle du patrimoine de l'Europe? Est-ce qu'on parle du patrimoine de l'Union européenne? Est-ce qu'on parle du patrimoine de l'Italie? Alors bien entendu, on parle peut-être un peu des trois, mais il faut le reconnaître très honnêtement, on parle peut-être surtout, encore aujourd'hui, du patrimoine de l'Italie, c'est-à-dire de ce lien très fort qui existe toujours entre une nation et son patrimoine. Parce que le patrimoine, ça n'est pas seulement quelque chose d'objectif, c'est aussi une volonté, c'est aussi une intention politique. Et en réalité, cette notion de patrimoine, c'est ce qui fait tout son intérêt et toute sa force conceptuelle. Elle est toujours prise dans cette dialectique entre le constat de ce qui est beau, de ce qui doit être transmis, de ce qui fait sens, et la volonté de faire communauté, ça a été très bien dit aussi, de faire nation à partir de ces objets et de ces témoignages. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais terminer ces quelques mots de synthèse en disant que, bien entendu, l'Europe, et ça a été très bien dit aussi, mais je vais le redire peut-être d'une autre manière, l'Europe, elle est bien entendu forte, et l'Union européenne, de son patrimoine matériel. Alors, elle est jeune, l'Union européenne, puisqu'elle est née en 1957, et comment, en effet, peut-elle entrer en
en compétition, j'allais dire en quelque sorte, avec les plus vieilles nations européennes, les plus vieilles cultures européennes, qui sont multiséculaires, millénaires. On parlait de l'Italie. Et comment, effectivement, pourrait-elle, pour l'instant, donc il faut lui laisser le temps, il faut laisser le temps à ce patrimoine de se constituer. Nous avons déjà des lieux de mémoire européens. Nous avons, pour parler de la France, la maison de Robert Schuman. Donc il faut, je crois, développer ces lieux de mémoire, ces lieux d'identification à ce qu'est l'histoire en train de se construire, en train de se faire de cette entité nouvelle qui est l'Union européenne. Et puis surtout, et ça a été très très justement dit, et j'y adhère totalement, je crois qu'il faut parler aussi, quand on parle de l'Union européenne, de l'immatérialité, du patrimoine immatériel de l'Europe. Et ce point est peut-être le plus fort, c'est peut-être celui sur lequel nous devons le plus insister. Des mots très justes ont été employés pour le caractériser. Alors moi, avant de vous rejoindre et d'avoir l'honneur et le plaisir d'être à cette tribune, je cherchais quelques mots qui me venaient à l'esprit pour définir cette immatérialité. État de droit, démocratie, tolérance et, bien entendu, la solidarité, très juste, et quand même majeure, la paix. La paix, cette histoire extraordinaire dans toute l'histoire de l'humanité, de cette paix maintenue entre nous. Ma formation est celle d'un historien du Moyen-Âge, et le grand historien du Moyen-Âge, Georges Duby, l'écrivait très bien. L'état normal de la société, il y a, à l'échelle de l'histoire humaine, pas si longtemps, dans l'Occident médiéval, au début du XIIIe siècle, c'était l'état de guerre. C'est la guerre qui était normale, c'était la guerre qui était la norme. Et en fait, la paix était une parenthèse, une exception. Eh bien, comment nous avons pu arriver à cette maturité collective qui nous permet d'atteindre cette paix. Et je terminerai par une citation d'un autre grand historien du Moyen-Âge français, pardon, on ne se refait pas, je suis médiéviste, donc, qui est Jacques Le Goff. Et Jacques Le Goff écrivait « L'histoire est mouvement. Au sein de ce mouvement, l'Europe est construction. Elle se fait lentement, dans la longue durée, comme toutes les créations historiques d'importance. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Philippe Barba, qui sait parler aux historiens que je suis, mais d'une façon générale aux citoyens européens. En vous écoutant, je pensais à la maison Jean Monnet aussi, qui est aussi un lieu de mémoire, qui vient d'être du reste racheté par le Parlement européen, et qui est un lieu qui symbolise la paix, qui symbolise la démocratie, l'état de droit, et donc c'est important de les développer. Alors, il nous reste peu de temps, et deux intervenants. Merci de bien vouloir parler brièvement. Alors, je sais qu'au Parlement européen, vous avez l'expérience de parler brièvement. Monsieur Guys de Vries, la parole est à vous. We are very pleased to hear you. You will speak in English, I suppose. Comme vous voulez, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Mais comme vous le préférez. Pour faire plaisir aux interprètes, je parlerai en anglais. What is the essence of Europe? What is this thing called the European way of life? It's said very clearly in the EU Treaty. The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. The essence of Europe are the Enlightenment values of reason and tolerance, tolerance of different opinions as a way to make reason prevail. Today, that immaterial heritage of Europe is under threat. The value of reason is threatened by disinformation and by a rising tide of prejudice shaped as anti-Semitism and Islamophobia. The value of tolerance is under threat by virulent nationalism. We see a rise in verbal violence. In the United Kingdom, politicians call opponents traitors. In Italy, politicians from the Five Star Movement have called journalists jackals and whores. In Hungary, the co-founder of the ruling party has called Muslim refugees lice and Roma animals. We see a rise in physical violence, such as the right-wing attack on the synagogue in Halle 2 weeks ago. Last week, research was published by the University of Cardiff and the University of Edinburgh,
which interviewed voters across England, Scotland, and Wales, who indicated that violence against politicians is a price worth paying to get their way on Brexit. Mind you, this was the majority view not only of the leavers, but also of the remainers. We see in Europe a weaponizing of identity. Europe's immaterial heritage, the values of the Enlightenment, are under attack. So I believe Europe's most fundamental problems are not economic, they are cultural. Perhaps the most endangered form of European heritage today is the art of living together. So protecting our European immaterial heritage, our values and principles, should be the highest priority of all European cultural organizations. We need to rekindle a sense of what it means to be European. We need to rebuild a sense of common European citizenship as a complement to national citizenship. How can we do that? First, by listening to our fellow Europeans and by learning their language. That is not happening enough. Only about half of pupils in general education are offered 2 languages. And only about 1 in 3 students in vocational education is offered 2 languages. In 13 member states, the trend of learning languages is either flat or going down, and that includes big countries like Germany and Italy. So we must re-energize language learning in European schools, and ministers of education should lead the way. Second, we need to reinvest in European citizenship. Nobody is born a citizen except in a narrow legal sense. To be a citizen, we need socialization, education, and practice. And education in particular is essential to arm students with the habits they need to live as citizens in democracies. To teach collaboration, compromise, deliberation, critique, dissent, hope, and living citizenship as shared fate. The rising tide of intolerance across Europe is testimony that citizenship in this sense has been neglected as a priority in education. Europeans know little about each other's history, social reality, and cultural diversity. And yet, the Eurobarometer shows that 90% of young Europeans want governments to strengthen school education about their rights and responsibilities as citizens of the European Union. So we need to re-energize citizenship as a priority in education, and that includes Holocaust education, education about the responsibility of Europeans for tolerance and what happens if we do not learn the lessons of history. Third priority, we have this wonderful European program called Europe 2020, research. Almost all of that research goes into the hard sciences. Very little goes into the social sciences and the humanities, and the very lowest percentage of them all goes into studies like history, literature, ethics, philosophy, area studies, the humanities. The European Commission and the European Parliament should re-energize common European research in the humanities as a priority of European research. And then there is the question of our national cultural institutes. Can they not do more to re-energize the understanding of values and principles that are at the heart of the European Union? The British Council, the Goethe Institute, the Institut Français do excellent work in showcasing the national culture abroad. But could they not invest more in common projects, such as UNIC, which at the moment is underfunded and unloved by the leadership of our national cultural institutes? Why do our national governments not agree that when they have a national cultural year with a country outside Europe, such as Germany now has in the United States and France and Egypt, part of that national year will be a European component,
so that there will be a European dimension in what national governments do when they present themselves to the outside world. Why can't our European cultural or national cultural institutes not all invest 10% of their budgets in common European projects? And last but not least, talking about money, we need to put our money where our values are. We have a European Union budget which is up for renegotiation, but that takes unanimity. And my government has already said what its priority is. Let's keep what we have, not invest in new projects. Let's protect our current net contribution to the EU budget. Germany has said something similar. We, ladies and gentlemen, as cultural actors, need to change this. We need to talk to our national politicians and make sure that the doubling of the budget of Erasmus actually happens and does not stay an empty promise. We need to get our national governments to invest more in the European cultural programs, which currently represent 0.5% of the European Union budget. And last but not least, why can't our big foundations help? Brilliant work is being done by the Gulbenkian Foundation, or the Asturias Foundation, or the Compagnia di San Paolo, or Bertelsmann, or the Fondation de France. But if we look at their work, there's something very interesting. About 40% of what they spend, they actually spend on national cultural projects. About 40%, that's a lot. How wonderful if these national foundations could agree to devote 10% of their budget to common European projects to instill a sense of common citizenship in Europe. Ladies and gentlemen, I take my hat off to Europa Nostra and the brilliant work it has done under its leadership, both in terms of the board and in terms of its dynamic director, to safeguard heritage in Europe. But safeguarding Europe's immaterial heritage, I believe, needs an even higher priority. And I very much hope that Europa Nostra will be as successful in defending that as it is now, together with the European Investment Bank, in defending investment in saving Europe's built environment. Thank you. Thank you. Thank you very much. Donc, maintenant, dernière intervenante, Laurence Fareng, qui est donc membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation au Parlement européen. C'est important d'avoir des idées, mais c'est important aussi qu'elles soient reprises au niveau européen. Votre rôle est essentiel. Alors, comme je suis le dernier obstacle au déjeuner, je sais que je vais être très scrutée. Très rapidement, je voulais vraiment remercier Europa Nostra pour son action, ses directions et son élan. Et je suis très honorée de parler devant Madame Lalumière, qui est une éminente représentante de nos institutions européennes. Ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que c'est un témoignage très frais, puisque je suis élue depuis députée européenne depuis le mois de juillet, après une campagne qui a été très difficile pour mobiliser autour de l'Europe. Nous l'avons vu. Et depuis, nous vivons cette montée de climat d'euroscepticisme très aigu. Vous l'avez dit, après le Brexit, après ces élections nationales, les unes après les autres, qu'on parle de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Pologne, qui a encore confirmé cette montée. Et on ne peut pas se dire qu'il y ait cette volonté de se replier, mais en fait, on sent une absence de sens commun et de récit à partager. Et dans ce cadre-là, en effet, le patrimoine a besoin d'Europe, mais l'Europe a vraiment besoin de la culture et du patrimoine pour donner du sens à ce vivre ensemble, à ce que nous sommes, à nos identités, à nos croyances et à notre diversité, parce que c'est un point fondamental. On vit dans un monde globalisé, inquiétant, mais on a besoin que les diversités soient respectées. Et je pense que c'est pour ça que nous avons eu ce débat si important et toujours en cours sur le nom du commissaire Margaritis Schinas sur protéger notre mode de vie européen. Je l'ai moi-même mené pour mon groupe politique Renew Europe. On parlait de la Renaissance, mais j'en suis. Parce que, en fait, ce portefeuille, il intègre aussi la migration. Donc c'est un sujet de dire pourquoi on parle que de protection, pourquoi finalement on a tout mis au singulier, vous le disiez tout à l'heure.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet. Et puis aussi parce que quand on ne peut pas définir de la même manière un contenu, qu'on soit à gauche, au centre ou à droite du Parlement européen, ça crée un vrai problème de flou et de sens. Voilà, je crois que donc le combat, il doit être, et la réflexion doit être continuée pour ces raisons qui sont, je crois, des bonnes raisons. Alors, évidemment, le patrimoine et la culture sont absolument clés dans ce qu'elles peuvent refléter. Et je pense que cette soirée d'hier nous a montré, à travers les projets primés, combien il était intéressant de voir un palais d'Alhambra, un bâtiment de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi des archives roms ou des projets numériques qui nous projettent dans le futur et qui disent des choses, combien tout ça c'est important pour faire sens et combien les institutions européennes sont tout à fait compétentes. Parce que même si elles n'ont pas de compétences de législation, elles ont une responsabilité morale qui est inscrite dans les traités sur la diffusion du patrimoine et de la culture. Et puis, elles sont les plus habilitées parce qu'elles mettent les dirigeants mondiaux ou les représentants que nous sommes autour d'une table pour définir des priorités, pour faire jouer les solidarités quand il y a des catastrophes naturelles, pour donner des axes et des inflexions. Donc ça, ce sont des points très importants. Et puis, bien sûr, elles ont des dispositifs qu'elles peuvent coordonner. Alors, on est là, on a un beau logo Creative Europe qui est en effet un programme tout à fait important. Il y a les fonds, ça ira, ne vous inquiétez pas, les fonds structurels très importants puisque en effet, les fonds structurels européens, ils peuvent mettre 21 millions d'euros dans la réhabilitation ou la numérisation de Cluny, et puis porter des projets à l'échelle très locale qui sont très importantes avec les fonds FEADER, LUDER par exemple. Donc tout ça sont des sujets très importants. Erasmus+, bien sûr, très important. Qu'est-ce que j'oublie? Si, un sujet, parce que j'ai tilté quand la représentante de la région Île-de-France parlait de la numérisation des œuvres. Il y a en fait, ça existe au plan européen, mais là on est dans un problème de promotion puisqu'il y a une plateforme qui s'appelle Europeana qui a digitalisé 57 millions d'œuvres. C'est une ressource absolument colossale pour les citoyens, pour les enseignants, pour les élèves. Donc c'est une source d'apprentissage qui est tout à fait clé. Et puis, bien sûr, Horizon 2020, puisqu'il faut aussi se projeter, vous avez tout à fait raison dans l'avenir. On est un continent très créatif. On va disposer d'outils aussi en matière audiovisuelle avec ces 30% de programmes européens qui vont être vraiment obligatoires dans les diffusions numériques. Donc, tout ça sont des sujets importants. Voilà. Pour conclure, c'est tout à fait clé, mais je ressens et nous ressentons que nous devons être très vigilants sur ces sujets de culture et de patrimoine. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas un, mais deux mots qui ont disparu. Alors, attendez, juste, je voulais parler aussi d'une chose qui est très importante. Vous avez parlé de la solidarité, et il y a cette notion de volontariat à travers le programme qui est le Corps européen de solidarité, qui permet aussi aux jeunes d'aller mener des chantiers. Ça a été le cas sur un très grand chantier après les tremblements de terre en Italie, dans la région de l'Ombrie, et où ils ont participé, je crois qu'ils sont à ce jour 230 jeunes à avoir participé à des projets de réhabilitation. Donc je disais, nous avons besoin d'être vigilants, nous le sentons très fortement, je vous regarde vous acquiescer, on est tout à fait d'accord, parce qu'en effet, nous avons déjà deux mots qui ont disparu des portefeuilles de commissaires, il y a culture et il y a éducation. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme, je dirais. Mais je reste positive parce que je me dis aussi que finalement, on n'a pas un commissaire, mais on en a trois aujourd'hui, parce que nous avons Margaritis Schinas qui protège le mode de vie européen et qui va être responsable de la culture, Maria Gabriel qui est responsable de Youth Innovation, donc jeunesse innovation, et puis le commissaire désigné français qui sera chargé de toute la partie audiovisuelle. Donc on peut voir le très bon côté, c'est-à-dire que finalement, ça va infuser largement le champ, et puis un autre en se disant il faut quand même qu'il y ait une direction, une animation de tous ces sujets.
Donc ceci mis à part, je pense qu'il y a des très bonnes idées à reprendre aussi. Moi, je souscrivais complètement à ce qui avait été proposé par le président Macron sur des assises européennes du patrimoine pour vraiment mener une stratégie concertée au plan européen de préservation du patrimoine. Puis dernier point que nous avons à mener aussi, c'est en effet le débat du budget, parce que c'est là où finalement on saura si priorité est donnée à la culture, au patrimoine. Et c'est aussi là que nous devons, nous, parlementaires et représentants démocratiques, être absolument vigilants pour démontrer que la culture et le patrimoine seront clés. Et je parlerai enfin d'un dernier dispositif et d'un projet qu'on a porté au sein de ma mouvance, de mon groupe, qui est la conférence pour l'avenir de l'Europe. Puisque ça, c'est un sujet sur l'appropriation par les citoyens des débats européens, donc qui serait aussi un moyen de renforcer la proximité entre Europe et individualité pour justement lutter contre ce phénomène d'euroscepticisme. Donc c'est aussi quelque chose qui sera un des chantiers. Donc je dirais, vous pouvez compter en tout cas sur moi pour défendre ces causes, parce que j'en connais le caractère très précieux. Et je voulais vous dire aussi que je participe depuis donc hier soir et aujourd'hui à ces rencontres, et qu'elles sont pour moi très encourageantes et très vivifiantes aussi. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à tous les intervenants. Je crois qu'on a vraiment eu un panel passionnant, alors avec des gens enthousiastes, ce qui fait que ça prend un peu plus de temps, mais c'est l'avantage. On a des idées, on a vécu véritablement un laboratoire d'idées ce matin. Merci infiniment pour votre passion, pour votre compétence, pour votre concision aussi.